Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par RTL Ad Connect et Didomi, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Adresser, connecter, simplifier le futur de la TV à l'international. Longtemps vu comme le média le plus puissant, la télévision est aujourd'hui en perte de vitesse. Selon Magna Intelligence, près de 45% des recettes publicitaires en 2019 provenaient des campagnes digitales, contre 27% seulement de la télévision. Et pourtant, la télévision connaît aujourd'hui de nombreux bouleversements qui pourraient jouer en sa faveur. Le récent décret autorisant le décrochage publicitaire, le nombre croissant de télévisions connectées sur le marché et la simplification des achats publicitaires promettent de beaux jours aux médias télé, aussi bien en France qu'à l'international. Afin de mieux comprendre les enjeux, nous demanderons à nos invités de nous expliquer l'évolution du média TV à l'international. Quelles sont les initiatives et les best practices en termes d'internalisation des achats vidéo? Quel est le futur de la télévision en Europe? Pour en discuter, Ronan Bourgeois de RTL Ad Connect, accompagné de Franck Lidveka de RTL Ad Connect, Thomas Allemand de Jellyfish, Thibaut Chevalier de M6 Publicité. Bonjour Franck. Bonjour Michel. Bonjour Thomas. Bonjour Michel. Et bonjour Thibaut, ravi de te retrouver puisque tu es un habitué de l'émission et Thomas également, tu es déjà venu. Effectivement. J'annonce qu'on va faire une première aujourd'hui puisque nous allons avoir aussi Ronan de RTL Ad Connect et donc partenaire de Franck, collègue de Franck qui va nous rejoindre pour parler au sujet des deux dernières questions qui auront une connotation, on va dire, un petit peu plus international ou plutôt un peu plus technique. En tous les cas, je vous laisse le découvrir. Première question, puisqu'aujourd'hui on va parler de la télévision connectée et surtout de l'avenir de cette télévision à l'international. Première question, l'évolution du média TV à l'international, ça évoque quoi pour toi, Franck ? Alors, la première chose, c'est que la télévision est morte, vive le total vidéo. Alors, je sais, je commence un peu fort. Je démarre fort, volontairement. En plus, face à Thibaut, ça promet, vas-y. Non, par total vidéo, en fait, c'est une évolution qu'on a démarrée il y a déjà quelques années. C'est-à-dire qu'on a plus seulement le flux linéaire, mais également toutes les plateformes de catch-up qu'on a développées au sein du groupe RTL. Donc, juste pour recontextualiser un petit peu, le groupe RTL, dont fait partie RTL Ad Connect, c'est le groupe leader dans l'audiovisuel en Europe. On a à peu près 7 broadcasters, donc 7 chaînes de télévision à travers l'Europe. On a des plateformes de catch-up et on a 3 principales missions qui sont la distribution de contenu, donc sur plusieurs pays, la création de contenu, puisqu'on a également Fremantle qui nous permet de produire des contenus qui sont diffusés après, que ce soit sur YouTube ou sur une plateforme ou sur nos chaînes de télé. Et en dernier lieu, on est également propriétaire de SmartClip, donc une technologie ad server SSP et à télé adressée. Et donc ça, c'est le groupe RTL. RTL Ad Connect, c'est la régie internationale du groupe RTL. Et donc, nous, on suit de très près l'évolution du média télé en général. Et quand je dis que le média télé est mort, c'est effectivement pour être provoquant, mais également pour mettre en avant son évolution et sa mutation, c'est-à-dire de le rendre plus interactif, plus dynamique. Et aujourd'hui, il y a 3 principaux axes qui permettent de rendre ce média plus interactif, plus dynamique. Le premier, évidemment, c'est tout ce qui est CTV, donc les écrans connectés, Smart TV, et donc après, tout le verbatim autour, puisqu'on retrouve toutes les solutions OTT, toutes les solutions de télé adressée. Le deuxième axe, c'est la simplification de l'achat, l'automatisation de son achat, donc que ce soit du contenu linéaire ou du contenu sur les plateformes de catch-up ou également de la télé adressée. Et le dernier point qui est un point en devenir, c'est toute la notion de data. C'est justement toute cette data qu'on collecte via nos différentes plateformes qu'on souhaiterait mettre plus facilement à disposition des acheteurs.
Merci Franck pour nous avoir effectivement éclairé et je retiens ces fameux 3 axes qui sont donc les écrans connectés, la simplification de l'achat, la data. Donc effectivement ça évoque pas mal de choses et ça évoque aussi une très forte technicité, j'allais dire, de l'accès à la télévision. Donc, tout à fait. Aussi un besoin de simplification, peut-être, on va en parler tout à l'heure. De ton point de vue, Thomas, justement, l'évolution du média TV à l'international, ça évoque quoi pour toi ? Peut-être la première notion qui viendrait à l'esprit, on pense vraiment à l'évolution de la digitalisation de l'écran de télé international, c'est vraiment une notion d'hétérogénéité. C'est que finalement, on a des usages qui sont différents dans les différents pays. Également, la manière d'accéder à la télé, il y aura toutes les set-top box, les applications dans les smart TV, etc., etc. Évidemment, dans les différents pays, l'écosystème média est extrêmement fragmenté. Et en plus de ça, on va avoir des différences technologiques selon les pays. Donc en fait, on a des courbes de maturité qui sont assez différentes, avec les US qui sont plutôt en avance, par exemple, sur la télé connectée, la France qui est un peu plus en retard par rapport aux US. Et c'est pour ça que chez Jellyfish, on a mis en place une task force au niveau mondial sur les sujets de télé connectée, justement pour être capable de bénéficier de l'avance et de la maturité supplémentaire qu'il peut y avoir certains pays, pour être en mesure de partager des best practices, des retours d'expérience et s'assurer qu'on se comprenne bien et qu'on puisse être finalement un peu en avance quand on est sur un pays un peu moins mature comme la France. Et d'ailleurs, on se rend compte dans cette task force-là, c'est qu'il y a un vrai besoin de s'aligner sur le vocabulaire, dans le sens où un même terme dans différents pays peut avoir un sens différent. Quand on parle de télé adressable aux US, ça n'a pas le même sens tout à fait que la télé adressable ou devenue télé segmentée qu'on a en France. Donc il y a vraiment besoin de s'aligner sur ce type de vocabulaire-là. Alors moi, puisque tu parles de vocabulaire, Thomas, je retiendrai 2 mots. Diversité des technologies, exactement. Diversité des termes, mais également une volonté à travers cette complexification de standardisation au niveau des termes, comme tu viens de l'expliquer à l'instant. Alors, merci Thomas. De ton point de vue, Thibaut, quand on parle de l'évolution du média TV à l'international, ça évoque quoi pour toi ? C'est la principale évolution, à mon sens, c'est un changement du spectre de la concurrence. Et finalement, c'est un élargissement du domaine de concurrence. Moi, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans, voilà, j'étais sur un marché, le marché de concurrence, c'était la télévision nationale hertzienne. Et on regardait beaucoup ce que faisaient nos concurrents nationaux. Et finalement, l'international était une source d'inspiration au niveau des contenus, au niveau de la manière dont on allait recevoir, disposer de ces contenus. Et on n'était pas en concurrence frontale. Voilà. Maintenant, en 2021, on va dire que toutes les grandes plateformes internationales, soit la SVOD, sur la partie contenu, soit, on va pas les citer, mais les grands acteurs américains sur le business qui nous concerne, à savoir la monétisation, ce sont des concurrents directs frontaux. Donc là, c'est vraiment une évolution qui a été marquante, à mon sens. Du coup, là-dessus, ça a des avantages très positifs. Le premier, c'est que pour le consommateur, d'une manière générale, je dirais, il a accès à plus de diversité de contenu. C'est beaucoup plus facile de regarder la télévision avec plein de modes de réception différents, comme tu le soulignais, Thomas. Après, ce qui est compliqué pour nous, si on se concentre sur notre business, et tu as déjà cité le mot, c'est de la complexification. Et tout notre enjeu, c'est comment faire en sorte de ne pas complexifier l'accès à ces inventaires et finalement de le rendre très, très simple, très, très facile pour l'acheteur média en bout de chaîne. Donc, voilà, c'est des opportunités et puis c'est aussi beaucoup de nœuds au cerveau, mais ça c'est plutôt intéressant. Alors justement, Thibaut, pour éviter ces fameux nœuds au cerveau, tu l'as dit toi-même, il faut aller de plus en plus sur de la simplification et notamment de la simplification en ce qui concerne l'accès aux audiences avec ces nouveaux champs du possible que nous offre, champ des possibles que nous offre la télévision. Et de mon point de vue, il me semble que la plateformisation de l'offre publicitaire est clé, elle est vitale même pour la pérennité de l'industrie des médias. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette plateformisation de l'offre vidéo de ton point de vue, Franck ? Alors, déjà, le mot plateformisation, moi, je préfère presque le remplacer par simplification, le mot qu'on a également évoqué juste précédemment, c'est-à-dire réduire au maximum toutes les frictions technologiques qu'on a aujourd'hui sur l'achat programmatique. Donc là, je parle vraiment de tout l'aspect programmatique, c'est-à-dire, et encore dans le programmatique, moi je retiendrai l'automatisation du processus d'achat. Donc ça, c'est une vraie tendance. On le voit aujourd'hui, il y a des initiatives en Europe et au sein de notre groupe et de notre régie, notamment en Angleterre et en Allemagne. Donc nos amis anglais de chez ITV, qui est le broadcaster numéro 1, l'équivalent un petit peu d'un TF1 en France, a lancé l'année dernière, en septembre 2020, une solution qui s'appelait Planète Vie.
donc Planète Vidéo, et qui permet en fait aux acheteurs aujourd'hui de n'utiliser que cette buying platform. Donc c'est vraiment une plateforme d'achat qui a été dédiée aux acheteurs, qui a été créée pour les acheteurs, que ce soit en agence ou que ce soit un annonceur en direct, et avec un accès à un contenu, en tout cas un inventaire premium qui est uniquement disponible via Planète Vie. Donc déjà, ça c'est un premier step qui est assez différent de l'approche générale des DSP. Et deuxièmement, un accès aussi à tout ce qui est first party data. Donc ils ont mis un accès exclusif à de l'inventaire et à de la donnée sur le marché anglais. Et ils l'ont distribué de manière générale, gratuitement. Donc ça c'est aussi assez intéressant, il n'y a pas de tech fees derrière, c'est mis gracieusement à disposition des acheteurs. Et ils ont décidé de ne faire ça, enfin de n'utiliser ce moyen d'achat que pour leur inventaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus utiliser de DSP ou quoi que ce soit pour acheter leur inventaire. Donc ça, c'est une première initiative c'est peut-être pour ça que c'est anglaise. gratuit. Et c'est certainement pour ça que c'est gratuit. Et juste pour information, à partir de février-mars, ils intègrent un nouveau publisher qui est Samsung TV+. Et ils vont continuer justement à intégrer d'autres partenaires. Et ensuite, on a une autre initiative, une initiative allemande qui s'appelle D-Force. C'est pas Deutschland Force, c'est plutôt Digital Force, et qui, elle, se base sur une techno d'un DSP classique qui s'appelle Active Agent, qui est un DSP allemand, et qu'ils ont mutualisé avec donc le groupe RTL et ProSiebenSat.1, qui sont les deux plus grosses régies allemandes, pour créer le premier accès et la première solution d'achat programmatique pour les solutions ATV. Donc pour tout ce qui est format téléadressé, donc c'est-à-dire les L-shape, ou ce qu'on appelle aussi les display banners qui sont mis sur un flux linéaire. Donc ça, c'est deux grosses initiatives. Merci Franck, et merci aussi d'avoir participé à l'émission, puisque tu vas laisser ta place dans quelques instants à ton collègue Ronan. Je continue ma question, qui est toujours la même. La plateformisation de l'offre publicitaire, je le disais tout à l'heure, elle est importante. À l'instant, Franck préférait parler d'automatisation à l'accès aux inventaires. Comment on peut, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la plateformisation, l'automatisation de l'offre vidéo aujourd'hui, de ton point de vue, Thomas? Cette plateformisation, elle est déjà en marche et elle s'accélère en fait. On voit déjà qu'il y a toutes les plateformes vidéo globales. Alors, on peut citer évidemment YouTube, qui permet d'accéder à des inventaires qui sont normalisés et à de la donnée et de la mesure de l'impact marketing qui est normalisée dans tous les pays, ce qui bien sûr simplifie les opérations dans ce cas-là. Mais si on revient sur l'écran de télé en tant que tel, la télé connectée se plateformise aussi à vitesse grand V. Aujourd'hui, on est déjà capable, c'est ce qu'on fait chez Jfish pour un grand acteur de l'entertainment, on va être diffusé sur une dizaine de pays depuis le DSP Xander sur les télés connectées. Ça va être sur des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Canada. On est capable de faire ça directement, simplement, j'ai envie de dire, depuis le DSP Xander. Si on focus un petit peu sur le marché français, finalement, on achète déjà beaucoup sur l'écran de télé. Par exemple, on travaille très bien avec M6 Publicité. Et sur l'année 2020, on a 50% d'investissements qui ont été diffusés sur l'IPTV, ce qu'on appelle l'IPTV, donc vraiment l'accéder au replay, par exemple d'M6 Publicité, via les box. C'est quelque chose qu'on achète déjà, j'ai envie de dire, de manière assez massive. Et si on zoome encore un peu plus, finalement, on voit qu'il y a un nouveau terme qui est apparu, qui est celui de téléprogrammatique, on va dire, qui est l'automatisation de l'achat du flux linéaire. Et typiquement, avec Adkimia Xander, on est capable d'aller acheter le flux linéaire d'un France Télévisions depuis cette plateforme-là. Donc ça, c'est un peu moins scalable, c'est beaucoup plus concentré, focalisé sur le marché français, mais ça reste une initiative très intéressante. Merci Thomas justement d'avoir précisé ces différentes opportunités d'achat sur la TV à travers la TV programmatique et d'autres leviers. Alors Thibaut, justement, tu es un acteur connu puisque tu représentes M6 Publicité. La plateformisation de l'offre vidéo, j'allais dire chez M6 et ailleurs, par tes différentes observations, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais rejoindre le point de vue de Thomas, c'est-à-dire qu'elle est déjà en ordre de marche. Et je trouve que le programmatique y a contribué de manière plutôt vertueuse. Donc,
À mon sens, la plateformisation, c'est de la facilitation. C'est presque plus important pour le buy-side et l'acheteur que finalement pour le publisher. Et les outils programmatiques permettent d'automatiser des tâches qui sont parfois à faible valeur ajoutée, d'ajouter de l'efficacité dans le ciblage. Et notamment, les DSP en particulier sont assez clés sur ce sujet-là. Donc pour moi, elle est déjà en ordre de marche. Alors voilà, je dis ça en 2021. C'est vrai que tu as parlé de l'IPTV. Je pense qu'il y a 5-6 ans, on n'aurait pas dit ça parce que finalement, le programmatique était un peu source de complexification pour la partie vidéo principalement. Voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça, c'est le point hyper positif. Maintenant, je dirais que c'est un peu la deuxième étape. On a bien fait les choses sur la partie non linéaire, notamment sur la catch-up, sur l'IPTV. Il y avait une initiative qu'on avait eue avec nos confrères TF1, France TV, on en avait parlé d'ailleurs ici, où là on a créé des standards, donc ça c'est important. Maintenant la prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour orchestrer ce marché, nomenclaturer un peu ce marché sur la TV linéaire. Donc ça c'est le prochain gros chantier qui est passionnant aussi. Merci Thibaut. Alors Ronan, tu viens de nous rejoindre et je te remercie de participer à cette émission et de répondre à cette troisième question. De ce que tu as pu observer sur le média télé, quelles sont les initiatives que chez RTL Ad Connect vous avez prises ou que tu as pu observer en termes d'internalisation ? Puisqu'on a parlé juste avant de la plateformisation, mais il y a également une volonté un peu d'internaliser les achats médias, que ce soit surtout chez un certain nombre d'annonceurs, mais également cette internationalisation, tu vois, donc deux mots assez proches. Qu'est-ce que tu peux en dire en ce qui concerne les différents best practices et observations que tu as pu faire sur cette internalisation et internationalisation, sans doute, de cette même internalisation. C'est un peu complexe, mais ça va être encore plus clair. Ça va être encore plus clair quand tu vas nous éclairer. En plus, c'est deux mots qui sont proches et compliqués à dire à la fois. On va pas Exactement. Donc, oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que tous les inventaires en fait, des GAFA et de toutes les grosses entreprises internationales sont assez similaires. Les offres sont assez similaires d'un pays à l'autre, ce qui rend la chose un peu plus facile quand on veut internationaliser et internaliser. J'ai bien prononcé. Oui. Nous, justement, ce qui fait un peu la richesse des médias traditionnels et surtout du média télé et vidéo, c'est d'avoir cette culture qui soit différente d'un pays à l'autre et que justement les programmes télé soient complètement adaptés aux cultures d'un espagnol, d'un italien, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est d'apporter l'expertise, de simplifier. C'est vraiment le terme, je pense, qui est hyper important, qu'on entend beaucoup depuis tout à l'heure. Et puis aussi de coordonner, parce que ça va être très compliqué. C'est pas du tout les mêmes modes d'achat, c'est pas du tout les mêmes process, les mêmes façons de faire. On a lancé une marketplace qui s'appelle VMP Connect, qui est une marketplace digitale à travers différents pays et dont M6 fait partie pour la France. Là aussi dans un but justement de simplifier et de coordonner. Et on travaille avec des annonceurs comme Disneyland Paris par exemple, qui a internalisé depuis quelques années son programmatique, donc qui a recruté, qui a formé, mais qui a une équipe qui doit travailler sur différents pays avec différentes cultures. On est là justement pour les accompagner dans cette internalisation. Ouais. Alors justement, tu as cité Disneyland Paris, pardon, je vais peut-être avoir une question complémentaire. Est-ce que ça veut dire que la typologie des annonceurs sont plutôt soit des annonceurs marchands ou des annonceurs qui font de la transaction directement de leurs services sur leur propre plateforme ? Alors c'est vrai qu'on voit que les annonceurs qui vont vers de l'internalisation, c'est plutôt des annonceurs qui sont travel, parce qu'en fait ils vont avoir le même produit à vendre dans tous les pays. Donc toujours le même nom. Effectivement, le parc Disneyland a exactement le même nom partout. On sait qu'en beauté, en FMCG, on peut avoir des noms différents et des stratégies qui vont être différentes. Généralement, nous, ce qu'on voit, et peut-être que Thomas pourra aussi en parler, on voit souvent que c'est des annonceurs qui ont vraiment une centralisation de leur marketing. D'accord, merci Ronan. Alors justement, Thomas, puisque Ronan faisait référence à toi, de ce que tu as pu observer en termes de best practice, en termes d'internalisation et peut-être d'internationalisation de cette internalisation. C'est super, j'arrive à le prononcer. Les chaussettes de l'archiduchesse, j'ai l'impression. Enfin bref, qu'est-ce que tu as pu observer justement par rapport à ça ? Alors déjà, l'internalisation, c'est un sujet qu'on connaît très bien chez Jellyfish. On a environ la moitié des clients qu'on accompagne qui sont déjà engagés dans des démarches d'internalisation. Alors qui sont souvent d'ailleurs des internalisations hybrides, dans le sens où ils vont aller internaliser les partenariats technologiques, les plateformes technologiques, mais vont garder externalisées auprès d'agences, souvent les opérations, qui sont quand même assez complexes, demandent beaucoup d'expertise et de personnes pour les opérer.
Et d'ailleurs, c'est extrêmement important pour les annonceurs de pouvoir internaliser, puis ça permet de reprendre en main leurs données, ce qui évidemment, quand on veut faire du marketing data-driven, est absolument essentiel. C'est critique de pouvoir avoir la main sur ces plateformes technologiques. Et c'est pour ça qu'on accompagne par exemple un Sanofi sur l'internalisation de leur plateforme technologique sur une vingtaine de marchés. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, avec un Carrefour France qui a déjà internalisé ses plateformes technologiques, on va venir nous opérer sur la plateforme technologique tout le media planning programmatique ainsi que les opérations d'achat en tant que tel programmatique. Et donc, il y a besoin d'accompagnement pour les annonceurs, clairement, de compréhension sur les enjeux de télé qui sont en plus extrêmement mouvants, d'une compréhension fine, d'une cartographie, j'ai envie de dire, de ces nouveaux territoires de la télévision, mais pas uniquement sur le média. On voit qu'ils ont aussi besoin d'accompagnement sur les sujets de créa. Typiquement, ça va être de pouvoir faire des audits de créa pour s'assurer qu'ils respectent bien les best practices pour pouvoir être diffusés sur l'écran de télé. Ça peut être aussi le fait pour certains annonceurs qui n'ont pas forcément d'assets vidéo qui seraient pertinents pour l'écran de télé avec une bonne qualité, résolution, etc. On a une offre Easy Creative Vidéo qui, en motion design, très simplement, permet de créer facilement et de manière agile des assets digitaux et vidéo pour l'écran de télé. Et on essaie d'aller encore un peu plus loin avec toute la partie insight, finalement, des insights créatifs profonds. On a été parmi les premiers en France à proposer des analyses de décrochage. Donc, vous allez comprendre de manière data-driven pourquoi est-ce que des audiences vont décrocher sur un spot publicitaire, à quel moment, et pour pouvoir faire des recommandations à partir de ça. Et là, on travaille de l'attention, en quelque sorte. Exactement. Une sorte de, de post-test très light, mais très data-driven, en l'occurrence, sur à quel moment, de manière empirique, est-ce que les audiences décrochent. Et ça, on travaille aujourd'hui pour l'automatiser avec des principes machine learning pour que ce soit bien plus rapide pour pouvoir produire ce type d'études. Merci Thomas. Alors, chez M6 Publicité, qu'est-ce que toi tu as pu observer, Thibaut, en termes d'internalisation par des annonceurs et puis cette démarche aussi peut-être internationale de cette internalisation? Est-ce que tu as pu observer des choses assez intéressantes? Ouais, nous on est, il y a beaucoup d'initiatives. Alors si on part du client, en fait, nous, on distingue vraiment deux typologies de clients, c'est-à-dire qu'il y a les clients qu'on adresse plutôt bien aujourd'hui, qui sont les acteurs un peu historiques de la télé linéaire ou de la télé non linéaire. Cela, effectivement, il y a eu des initiatives d'internalisation. Pardon, je vais y arriver, je me confonds. Je pense qu'on va continuer sur des modèles un peu hybrides où à un moment de temps, soit l'agence média, soit le trading desk, vu la complexité, l'ampleur des plans, aura un rôle de conseil. Donc ça, moi, c'est plutôt mon parti pris personnel. Après, nous, on a un vrai enjeu. Si on ne parle pas de ces clients-là, mais qu'on parle plutôt des plus petits clients qui aujourd'hui n'achètent pas de la télévision parce que finalement, c'est assez complexe d'acheter de la télévision. Il y a des ouvertures de planning, tu as parlé des créations, il y a des contraintes, il y a plutôt des garde-fous légaux, notamment avec l'avis RPP. En fait, il y a beaucoup de process. Là, on a un enjeu clé, c'est de leur faciliter, encore une fois, l'achat à ces espaces-là. Et nous, on doit les aider à internaliser l'achat d'une campagne. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui de manière très concrète sur la télé linéaire à travers un produit qui est My6. Donc, My6, c'est la possibilité pour un annonceur lambda de pouvoir assez facilement acheter une campagne média sur nos antennes. Donc ça, c'est un vrai enjeu de développement pour nous. Et nous, on doit les accompagner, les aider. C'est ce que font extrêmement bien les GAFA. C'est facile d'acheter une campagne média avec une carte de crédit. Voilà, nous, c'est un peu une vision cible qu'on souhaite se donner, en tout cas, aujourd'hui. Donc ça, c'est la principale initiative. Et après, je pense que si on veut être compétitif par rapport au GAFA, il y a un moment de temps, il va falloir qu'on se parle un peu plus ensemble. Voilà, donc ce qu'on a très bien fait via Sigma, c'est un exemple. Il faut qu'on arrive à le consolider à minima au marché local et peut-être sur le marché européen. Et du coup, c'est ce qu'on fait à travers la vidéo marketplace notamment. Donc voilà, ça c'est des initiatives. C'est plus que d'initiatives, ce sont déjà des produits concrets en tout cas. Alors justement, tu parles de projets concrets, Thibaut. Moi, je vais vous demander pour cette dernière question de faire un petit peu de prospective. De votre point de vue, et je commencerai par toi, Ronan, de ton point de vue, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la télévision, du futur de la télévision en Europe? Que ce soit d'un point de vue technique, publicitaire, mais également au niveau des usages. On a vu au tout début de cet entretien que le champ des possibles était énorme de par la multiplication des écrans. Donc, de ton point de vue, c'est quoi l'avenir de la télévision en Europe? En fait, c'est vrai que le marché télé, il est très complexe. Déjà, c'est des acteurs qui sont différents par pays. On le voit, M6 en France, mais RTL en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. En plus de ça, tout ce qui va être en fait technique n'est pas uniformisé, n'est pas unifié. Donc, d'un pays à l'autre, ça va être encore différent. Et puis là, ce qu'on a vu avec le Covid et toute cette période, c'est que les usages ont été complètement différents. En fait,
pour moi, la télé du futur, ou le futur de la télévision, c'est justement, la télé n'est pas morte, comme vous pouvez le dire Franck un peu au début. Je ne vais pas dire qu'elle a muté non plus en ce moment. Il y a pas mal de débats chez RTL. Ouais. Vous voyez non, en fait, elle a évolué, elle se diversifie beaucoup, et il y a différents enjeux. Le premier, c'est vraiment l'accès au contenu. Effectivement, il y a des années, c'était très facile, on se mettait sur la télévision à un moment, tout le foyer. Maintenant, c'est en live, c'est en replay, c'est sur le mobile, c'est en télé connectée, non connectée, c'est sur tablette. Voilà, il y a vraiment un environnement qui est très large. Ce qu'on voit, c'est que je crois que la télévision, cette année, c'était 3h40, quelque chose comme ça. C'est en évolution avec le Covid. Et ce qu'on disait, c'est que les gens ont découvert des programmes télé, des contenus télé qu'ils n'ont pas forcément consommés en live, mais ils ont pu consommer un Top Chef sur mobile et après revoir la finale en live, etc. Se faire une sorte de playlist éditoriale d'une certaine manière, et tout le monde est devenu son propre chef des programmes, quoi. C'est exactement ça. Chacun est son directeur des programmes lui-même, et même pas pour la famille, mais juste pour lui. Il y a aussi la monétisation, et on en a parlé, un besoin de simplification, d'uniformisation, de standardisation, et puis enfin un enjeu sur la mesure. Nous, on travaille déjà en Allemagne sur l'adressable TV et de l'incrémental, donc la complémentarité avec la télé, l'adressable TV, la vidéo online, et on est capable en fait de faire ça au sein des foyers. Il y a beaucoup d'initiatives, soit de Médiamétrie, Nielsen, vraiment des Research Institute, soit de tout ce qui va être annonceur, et on travaille beaucoup avec la WFA dessus, et puis également les broadcasters qui entre eux travaillent sur la mesure. Donc effectivement, le point de la mesure va aussi être très important dans le futur de la télévision. Merci Ronan. De ton point de vue, Thomas, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur de la télévision en Europe, tant au niveau publicitaire, technique et au niveau des usages également? Alors moi je pense que c'est le futur de la télévision en Europe, je vois vraiment data-driven, quoi. C'est assez intéressant de constater que le marketing digital, s'il est autant plébiscité par les directions marketing, c'est parce qu'il y a une sorte de triptyque de pouvoir cibler, d'avoir une gestion de la fréquence et de pouvoir mesurer l'impact marketing business des actions qui sont réalisées sur le digital. Or, avec la fin du cookie tiers, bon, ça je pense que tout le monde est bien au courant de ces sujets-là, c'est un des hot topics, on va dire, du marché sur l'année. Finalement, les médias rois du marketing digital, que sont l'ordinateur, le smartphone, vont perdre un petit peu en adressabilité au moment même où le plus bel écran du foyer, lui, va gagner en adressabilité avec la télévision qui se digitalise. Et donc, on pense vraiment qu'il y a de vrais intérêts à aller comprendre comment est-ce que le marketing devient plus data-driven sur la partie télé. Typiquement, il y a deux grands cas d'usage. Le premier qui peut être, comme l'a dit Ronan, d'aller chercher du reach incrémental par rapport à une diffusion linéaire. Et donc, c'est quelque chose qui peut être fait, par exemple, avec les FAI en France, qui travaillent sur ce type de projet-là, ou à l'international, les fabricants de Smart TV, je pense à Samsung, etc., qui vont être capables de proposer des technologies qui permettent d'aller chercher du reach incrémental par rapport à une personne qui va être exposée sur l'écran de télé linéaire classique. Et l'autre cas d'usage vraiment qui est fondamental, qui est même critique, je dirais, pour la direction marketing de bien se l'approprier, c'est vraiment tout ce qui va être mesure de l'impact business lié à une impression, enfin en tout cas une exposition publicitaire sur l'écran de télé, ce qui passe par des sociétés, on peut imaginer, qui gèrent toute la partie identity management, je pense à des LiveRamp, à des EOTAP, etc., et qui permettent vraiment d'aller reconnecter une exposition publicitaire sur l'écran de télé à une exposition qui peut être aussi sur l'ordinateur ou le smartphone, et le tout d'aller mesurer quel incrément de business ça génère pour l'annonceur. C'est vraiment pour le coup un changement de paradigme assez profond quand même qui arrive pour l'écran de télé, qui était aujourd'hui une vision très panel et qui a passé peut-être de plus en plus une vision déterministe, et on pense que ça peut être assez excitant de participer à cette mutation du marché. Merci Thomas pour cet éventail presque exhaustif de ce qui nous attend en termes de télévision en Europe, tant au niveau publicitaire, technique et des usages. De ton point de vue, Thibaut, même question. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment la mesure. Moi, je vais revenir sur la digitalisation de la TV parce qu'à mon sens, c'est ce qui est important. C'est-à-dire que là, on est à la croisée des deux mondes et on a l'opportunité de prendre le meilleur des deux médias. Donc la puissance de la télévision, la brand safety de la télévision, ça aussi c'est un hot topic depuis plusieurs années, et puis d'amener la précision du ciblage digital. Donc la télé va se digitaliser, elle va être adservée, elle va être achetée au CPM, donc ça c'est les côtés, on va dire, plutôt positifs. Mais n'oublions pas ce qui a fait la force de la télévision depuis des années. N'oublions pas les enjeux de qualité, parce que parfois sur le digital, l'expérience publicitaire n'est pas aussi qualitative que ce qu'elle peut être en télévision
télévision linéaire. Donc voilà, tout l'enjeu, ça va être d'apporter de la valeur marketing à nos annonceurs, à nos agences, mais en respectant quand même beaucoup la user experience et la qualité de visionnage de la publicité. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un espèce de leitmotiv qu'on doit garder, à mon sens, dans notre tête pour que ça fonctionne et que le téléspectateur s'y retrouve, surtout. Eh bien, en tout cas, j'espère que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent s'y retrouvent également en termes d'informations que nous avons pu donner sur justement l'internationalisation de la TV, cette volonté aussi de travailler sur la qualité, comme tu viens de le dire Thibaut, de travailler de plus en plus sur cette notion de data, cette notion également de coordination, de simplification que tu as évoqué également Ronan. Tout ça, ça augure des débats de plus en plus nombreux sur le sujet, mais qui, j'espère, seront tout aussi enrichissants pour ceux qui nous regardent et pour les acteurs du marché. Messieurs, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour du futur de la télévision à l'international. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à RTL AdConnect et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.